Bonjour, nous allons attendre que tout le monde rentre dans la salle. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux pour ce webinaire de l'expert comptable patrimonial. Aujourd'hui, une nouvelle thématique, le foncier viticole, dans lequel Frédéric Chassin, qui va se présenter, va nous détailler la fiscalité, le rendement, et alors c'est en bouteille, hein, d'après ce que j'ai compris, mais on y reviendra, de ce foncier. Avant tout, l'actualité de Force Patrimoine, c'est une formation qui est en cours, qui est sur le démembrement. Une formation sur l'allocation meublée, maintenant, c'est à la rentrée, qui se déroule à la rentrée, et également le certificat expert comptable patrimonial, sur lequel nous avons 15 jours de formation répartis par 2 jours par semaine. Et ces 15 jours de formation valident 120 heures, et ces 120 heures vont vous permettre d'afficher la spécialisation en tant qu'expert comptable patrimonial sur votre site, et c'est une reconnaissance que vous pouvez apporter au niveau de l'ordre. Donc aujourd'hui, Frédéric Chassin qui va nous rentrer dans le détail du foncier viticole. Donc n'hésitez pas à poser vos questions également tout au fil de l'intervention de Frédéric. Il essaiera d'y répondre au fil de l'eau ou de toute façon à la fin. Merci et bon webinaire à tout le monde. Merci Frédéric. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Chassin, je suis juriste de formation et pendant cette heure de webinaire, je vais vous expliquer rapidement comprendre ce qu'est le foncier viticole, comment vos clients, comment vous-même pouvez investir dans la viticulture. Pourquoi? Ben, pour simplement comprendre la fiscalité applicable à ce type d'investissement, fiscalité, comme nous le verrons, qui est assez spécifique et hors norme. Nous verrons également que ce type d'investissement est normalement spécifique aux personnes physiques, mais ça n'empêche pas à ce que des holdings patrimoniales, des sociétés investissent également dans le foncier viticole, et c'est ce que nous traiterons tout ça dans le positionnement de cette stratégie, dans une stratégie beaucoup plus globale, patrimoniale de vos clients. Si vous avez des questions, donc vous pouvez utiliser le chat. Selon les questions, j'y répondrai soit directement, soit à la fin du webinaire. Comment donner du goût à son investissement? Comment donner du sens à son investissement? Habituellement, les stratégies patrimoniales sont très souvent axées sur les mêmes solutions. Nous allons voir aujourd'hui un produit, une solution qui est peu proposée, mais qui a vraiment, vraiment du sens dans une stratégie patrimoniale. Pourquoi la viticulture? Alors là, vous avez toute une série de courbes qui montrent la performance de 5 grandes AOC françaises depuis 1991. Euh, L'échelle du temps est horizontale, bien entendu, et l'échelle des prix est sur la gauche. On voit que globalement, en 1991, l'hectare de vigne coûtait à peu près pour toutes les AOC de prestige que vous avez là, qui sont Pauillac, la Bourgogne, le Champagne,
Châteauneuf-du-Pape et Saint-Émilion, elles oscillaient toutes entre 100 000 et 300 000 euros à l'hectare. Seul déjà le Bourgogne était à près d'1 million d'euros de l'hectare. 34 ans, 35 ans après, Pauillac est passé à plus de 3,5 millions d'euros l'hectare. La Bourgogne, on est à près de 2,5 millions. La Champagne, on est entre 1,4 million et 1,5 million. Et Châteauneuf-du-Pape et Saint-Émilion oscillent à peu près autour des 500 000 euros. Ces prix, ce sont ce que la SAFER appelle des prix dominants. C'est-à-dire, c'est ni des prix moyens, ni des prix médians. Ce sont les prix les plus souvent constatés par la SAFER lors des ventes, lors des cessions sur l'appellation. Ce sont des prix, nous verrons tout à l'heure pourquoi, ce sont des prix que l'on appelle libres d'exploitants. C'est, vous vendez la terre, vous vendez les parcelles de vignes, vous vendez les hectares de vignes sans qu'ils soient exploités. Si on s'arrête à ce graphe-là, vous allez me dire peut-être qu'il est préférable d'investir à Pauillac, en Bourgogne ou en Champagne, où les prix ont monté et où on pourrait penser que la tendance haussière pourrait continuer. Cette vision est exacte. Perspective, mon rôle est d'aller voir si à Châteauneuf-du-Pape, à Saint-Émilion, en Champagne, alors Pauillac c'est plus compliqué parce qu'il n'y a plus grand-chose à vendre, la Bourgogne, quelles sont les parcelles qui sont peut-être juste autour de ce prix habituel, ce prix dominant, et qui vont prendre de la valeur dans les années à venir. J'imagine que comment imager cette question-là. Regardez ce graphique maintenant. Alors attendez, il y a des questions sur le chat. Non, non. Regardons cette évolution des parcelles de vignes, du prix à l'hectare de 2010 à 2023. Nous sommes sur la haussée de Châteauneuf-du-Pape. Le trait rouge que vous voyez inscrit ici, qui fait quand même sur une quinzaine d'années, un peu moins de 15 ans, 50%. Aujourd'hui, on est à plus parce que aujourd'hui, les opérations qui se réalisent sur Châteauneuf-du-Pape se réalisent à 550 000 euros, l'équivalent de 550 000 euros. Vous voyez que chaque année, on a un écart type, on a les parcelles qui sont vendues le moins cher et les parcelles qui sont vendues le plus cher. Vous vous rendez compte que depuis cette période-là, on a quand même des écarts qui sont assez resserrés sur Châteauneuf. Ça vient du fait qu'il y a peu de transactions, que les prix sont assez corrélés sur l'appellation, et donc il faut bien les choisir pour vos clients. Si par contre, on regarde Saint-Émilion, Châteauneuf-du-Pape est la première appellation d'origine contrôlée en France. C'est 1936. La même année, vous avez eu une autre appellation qui a été créée en France, qui est celle de Saint-Émilion. Saint-Émilion représente également la plus grande appellation en surface. Il y a plus de 5500 hectares de 4500 hectares de vignes, de vignobles. La plus petite, on ne peut pas se poser la question et répondre parce qu'on est en webinaire. La plus petite, c'est Châteaubriant, c'est 6 hectares. Donc vous voyez quand même la distorsion entre les surfaces des appellations. Et cette distorsion, on la revoit également et on la retrouve sur Saint-Émilion, où en 2011, le prix dominant était de 200 000 euros l'hectare sur l'appellation, avec des prix qui étaient en dessous de 70, 80 000 euros l'hectare pour les moins valorisés et 1 million d'euros pour les plus valorisés. Et depuis 2021, depuis l'arrêt ou la fin du Covid, on trouve aujourd'hui des prix maximum sur l'appellation à plus de 4 millions d'euros, plus de 5 millions d'euros l'hectare. Donc, sur une même appellation, il faut bien choisir les parcelles, bien choisir là où vous allez faire investir vos clients ou que vous allez vous-même investir.
Dites-vous bien qu'en plus, cette problématique d'écart de prix va également poser un problème pour, et c'est un enjeu pour les vignerons. C'est un enjeu pour les vignerons, pourquoi? Parce que le prix du foncier aujourd'hui est de plus en plus élevé. Ça va impliquer, ça va provoquer chez eux une problématique, un enjeu pour soit s'installer. Les jeunes viticulteurs sur les AOC de prestige ont du mal à acquérir les terres à ce prix-là. Imaginez-vous 5 hectares de Châteauneuf-du-Pape à 550 000 euros sans matériel, sans chai, sans bâti, sans rien. Il faut déjà à peu près 3 millions d'euros d'hectares, 3 millions d'euros, entre 2,5 millions et 3 millions d'euros. C'est énorme. Les banques ont du mal aujourd'hui à financer de tels projets. C'est la même chose si un viticulteur installé souhaite agrandir son domaine. Comment faire pour financer cet achat de terres, de parcelles de vignes? Et ensuite, et surtout, c'est la problématique des transmissions. Il y a un film en France qui a été fait en Bourgogne qui s'appelle Ce qui nous lie, qui image très bien cette problématique, cet enjeu. C'est comment, quand vous êtes une famille de vignerons, vous avez 2 ou 3 enfants, vous vous retrouvez avec un patrimoine assez important. Comment faites-vous si un seul de vos enfants veut reprendre l'exploitation pour que ben, les 2 autres enfants puissent également avoir leur part d'héritage en tant qu'héritier réservataire. Cet enjeu, c'est un vrai choix qui est posé aux investisseurs. Pourquoi? Parce que, on le détaillera tout à l'heure, soit l'investisseur va décider d'investir et dans la totalité d'un domaine, il va devenir propriétaire des bâtis, il va devenir le chef d'entreprise, il va avoir des salariés, il va devoir acheter du matériel et il va également être propriétaire des vignes. Dès lors, il partage s'il est associé, les risques d'exploitation. Mais il prend bien et il supporte bien les risques d'exploitation. Notez bien ça, ça va avoir tout à l'heure un impact sur l'application ou non du report d'imposition de l'article 150.0 BTR. De l'autre côté, l'investisseur, vous ou moi, on choisit d'investir dans le foncier viticole parce que c'est un bien réel, c'est un bien rare qui est décorrélé des autres actifs financiers. On décide d'investir dans ce type de support financier, mais sans prendre le risque d'exploitation. Dans ces cas-là, il faut passer par le biais de ce que l'on appelle et de ce que l'on va voir les groupements fonciers viticoles. C'est un peu la même chose que les groupements fonciers forestiers. C'est un petit peu le pendant, sauf que d'acheter de la forêt, vous achetez de la vigne. Donc vous devenez copropriétaire de parcelles de vignes avec des associés. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Les groupements fonciers viticoles. La nature juridique, vous avez compris, vous êtes copropriétaire de parcelles de vignes et vous allez acheter, vous allez investir, faire des apports en numéraire au sein d'une société civile qui n'est pas immobilière, qui est un peu particulière. Son objet est un objet agricole. Vous investissez dans un bien qui est de nature mobilière, ce sont des parts sociales. Pourtant, la loi dit que ça relève des revenus fonciers ou du régime, donc du régime réel ou du régime du microfoncier, parce que le sous-jacent est de nature immobilière et donc un GFV est une société civile à objet agricole et qui est réglée par le domaine et par le juridique des biens immobiliers. Il va donc être soumis, ce type d'investissement va être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière et en cas de revente, la cession de part va être régie par la fiscalité des plus-values immobilières. Pourquoi j'inscris que ce produit nécessite le statut de CIF pour sa commercialisation?
Tout simplement parce que en 2024, en janvier 2024, la commission des sanctions de l'AMF a rendu une décision qui a spécifié, noir sur blanc, que l'investissement, la commercialisation de parts de GFV était un acte de gestion de patrimoine. À partir de ce moment-là, quand vous faites de la gestion de patrimoine, et j'en reviens au certificat dont Frédéric parlait tout à l'heure, vous devez prendre le statut de conseiller en investissement financier. Si vous avez une carte T ou la carte T, c'est un plus, bien entendu, mais vous devez être CIF. Comment fonctionne un groupement foncier viticole? J'ai envie de vous dire que c'est assez simple. Euh, Ce sont des investisseurs qui se regroupent. Il vaut mieux que ça soit un club deal, il vaut mieux qu'il y ait peu d'investisseurs, une vingtaine maximum d'investisseurs qui se regroupent, qui apportent des capitaux à une société civile qui a été préconstituée par un notaire et moi-même. Ce cash est apporté dans la civile. En contrepartie, chacun des associés reçoit au prorata des apports qu'il a effectués un certain nombre de parts sociales. Avec ce cash, la civile va acheter, va acquérir les parcelles de vignes qui ont été préalablement identifiées. Ces parcelles de vignes, elles vont être ensuite données par bail rural à long terme à un vigneron de renom. Ce vigneron va avoir principalement deux obligations. La première, exploiter comme un bon père de famille, voire mieux, les vignes qui lui sont données en... pour exploiter, mais aussi payer au groupement foncier viticole chaque année le fermage en numéraire. Qu'est-ce que c'est le fermage? Pour ceux qui ne savent pas, le fermage, c'est tout simplement en fait ce que l'on appelle le loyer. Ce loyer est versé au groupement foncier viticole et le groupement foncier viticole, après avoir payé les charges qui sont assez simples, c'est l'impôt foncier et vos frais d'expertise comptable, le fermage net est reversé au prorata de détention de parts entre chacun des associés. Vu que c'est une société civile, il faut obligatoirement au minimum deux associés. Dans chaque GFV, il faut vérifier absolument que le vigneron soit associé. Pourquoi? Parce que demain, en cas de cession de parts, aujourd'hui, il n'a peut-être pas les moyens d'acheter et d'acquérir les parcelles, mais peut-être demain, si un des associés veut vendre, il aura le numéraire, le cash suffisant, et il sera prioritaire dans l'acquisition des parts qui sont vendues. Je vous ai dit précédemment que le numéraire était payé, que le fermage, pardon, était payé en numéraire. Vous verrez peut-être et souvent que certains, on va dire, professionnels de la structuration de GFV proposent également un paiement du fermage en bouteille. Il me semble plus judicieux de prévoir un paiement en numéraire et ensuite d'associer le contrat, les statuts, la création de la société civile, le contrat de bail, faire signer chez le notaire, c'est donc un acte authentique, un contrat d'achat de vin à tarif préférentiel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez peut-être décider de ne pas acheter vos bouteilles, ben, vous ne les achetez pas. Si vous êtes obligé de les recevoir parce que le fermage vous le paye, c'est pour moi une possibilité offerte à l'associé de, de choisir ou non d'augmenter sa rémunération. D'autre part, le contrat d'achat préférentiel prévoit souvent des plus pour les associés, une réduction d'achat de bouteilles autres que celles qui sont prévues. Si il y a un hôtel, une possibilité ou un B&B, possibilité d'avoir des réductions, etc.
Ce contrat, tous les associés le signent, le viticulteur le signe en tant qu'associé et le vigneron exploitant, c'est-à-dire le viticulteur, le vigneron, le signe également pour la société, la société d'exploitation. Le contrat, il est valable aussi longtemps que le contrat de bail dure. Si l'on se place du côté du viticulteur, les viticulteurs vont tendance à demander en fait de signer des baux ruraux à long terme de 18 ans. Il me semble que ce n'est pas une situation, une option qui protège réellement l'investisseur. Pourquoi? Parce qu'avec un bail de 18 ans, vous avez un renouvellement tacite tous les 9 ans. Et donc l'investisseur n'a pas le choix d'arrêter le contrat de bail pour X ou Y raison. Vous pourrez également trouver des baux ruraux à long terme, des baux cessibles hors cadre familial. L'avantage qui est mis souvent en avant par rapport à ce type de bail, c'est la possibilité de donner 50% de rémunération en plus de fermage à l'associé, parce que le viticulteur, le vigneron, a la possibilité de céder le bail qui est signé entre vous-même et lui à n'importe qui. Si vous n'êtes pas d'accord, vous devez lui payer l'indemnité. Il me semble que lorsque l'on crée, qu'on structure avec un vigneron un groupement foncier viticole, que certains associés, que les associés qui vont souscrire à ce contrat, ils achètent, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, ils achètent également le vigneron. Donc cette solution est un peu bancale. Je trouve que, certes, avoir 50% de revenus en plus peut être intéressant, mais vous signez un contrat avec un vigneron qui est votre associé. Il y a un décalage d'égalité entre le vigneron et les investisseurs. C'est pour ça qu'il me semble que le bail rural à long terme de 25 ans est le bail idéal pour ce type d'investissement. Dès la 21e année, vous pouvez, lors de l'Assemblée générale, décider que 4 ans après, donc à partir de la 25e année, parce que le vigneron, pour X ou Y raison, de ne pas renouveler le bail. Dès lors, la 25e année, le vigneron va quitter l'exploitation, il n'exploitera plus les vignes. Ça l'engage, donc il sait qu'il a cette épée de Damoclès. Ça l'engage à bien exploiter les vignes, ça l'engage à faire du bon vin. Et d'autre part, cette fiscalité du bail rural à long terme permet de bénéficier, nous allons le voir après, d'avantages fiscaux pour les personnes physiques. Le premier point, vous voyez que je conseille d'acquérir uniquement, exclusivement des parcelles de vignes. Avec des parcelles de vignes, vous savez les travaux qu'il va y avoir à réaliser dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans, selon l'âge de la parcelle, selon l'état des pieds de vigne. Si nous intégrons dans un GFV du bâtiment traditionnel, il peut y avoir des coûts qui ne sont pas prévus et qui vont avoir une implication sur la rentabilité de l'investissement du client à terme. Et c'est pour ça que je conseille uniquement l'investissement dans les parcelles de vie. Ensuite, pour sécuriser juridiquement et comptablement l'ensemble du processus, l'ensemble de la structuration, chaque GFV doit être accompagné d'un expert comptable, qui est souvent l'expert comptable du vigneron, et surtout d'un notaire. Le contrat de bail est un acte authentique, les statuts sont un acte authentique, et la signature du contrat d'achat préférentiel également. D'autre part, le notaire aura un suivi de l'historique des ventes, des cessions de parts, s'il y a des cessions de parts. Je vous ai dit que ce type d'investissement, la loi précise que c'est exclusivement dédié aux personnes physiques. Bon, je sors bien entendu, pardon, la SAFER et certaines compagnies d'assurance qui ont le droit d'investir. Les groupements fonciers viticoles
Il faut avoir le schéma groupement foncier viticole, personne physique. Si certains de vos clients souhaitent investir dans du foncier viticole, par le biais de leur holding, par le biais de sociétés civiles immobilières, qu'elles soient à l'IR ou qu'elles soient à l'IS, c'est possible. Je déconseille totalement de mélanger dans une même structuration des clients personnes physiques et des clients personnes morales. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir les deux dans un groupement foncier viticole, ça ne s'appelle plus un groupement foncier viticole et ça fait perdre tous les avantages fiscaux que nous allons voir juste après à toutes les personnes physiques. Donc attention. Comment il faut procéder? Très simplement, soit les vignes sont acquises, on connaît préalablement les vignes, on ne connaît pas le capital nécessaire par rapport aux sociétés qui vont pouvoir investir, mais on structure comme un GFV, on a des vignes et on dit il n'y aura que des holdings patrimoniales, des sociétés commerciales ou des SCI classiques qui viendront investir. Là, c'est ce que je dis, c'est prédéterminé, on sait combien il faut apporter au départ. Ensuite, inversement, vous pouvez avoir un client qui vous dit, voilà, j'ai une holding, j'ai du cash, j'ai de la trésorerie à long terme sur la société, que ce soit une société commerciale. J'aimerais investir, comme le font AXA et pardon, du nom, mais de grands assureurs. Je voudrais investir et donner mes terres à exploiter à un vigneron. Prenons le cas pour les amoureux de rugby de Monsieur Lorenzetti, qui est à l'origine de la hausse du prix à l'hectare de Pauillac. Dans ces cas-là, c'est à la carte, c'est pas le menu. On va aller chercher les vignes par rapport au montant qui est au départ indiqué par votre client par le biais de sa société. En fait, il y a énormément de similitudes avec un groupement foncier viticole. La société va investir une part de sa trésorerie dans un bien réel rare qui donne du sens, du goût à son investissement. Comme je vous l'ai dit, c'est un actif qui est décorrélé des actifs immobiliers traditionnels. On va avoir, dans ces cas-là, un fermage, donc pas de risque d'exploitation. Et si le chef d'entreprise, le responsable de la société décide d'être payé en bouteille, il pourra également être payé en bouteille. La seule grosse différence, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'y aura aucun avantage fiscal, que ça soit à l'IFI, que ça soit à l'impôt sur le revenu ou que ça soit en cas de libéralité, c'est-à-dire en cas de donation ou de succession. Mais c'est un non-sujet. Tous ces points-là sont normalement traités en amont par la structure elle-même, par la coquille qui a été créée, la holding par exemple. Comment on traite la fiscalité des sociétés civiles foncières viticoles? Ben, il faut voir d'abord quel est le type d'imposition, de quel type d'imposition elle relève. Si la société civile est non exploitante qui est investie dans les terres est à l'IR, vous le savez tous, je ne vous apprends rien, il y a un principe de transparence fiscale. Si l'associé est une personne physique qui est imposable à l'IR, il va déclarer au titre des revenus fonciers le fermage qu'il reçoit. La valorisation des bouteilles sera celle qu'il paye pour acquérir les bouteilles. On verra tout à l'heure que c'est globalement à peu près le prix du fermage. Si par contre c'est une personne morale qui est soit à l'IR, ça peut être une civile à l'IR, soit par exemple une société commerciale à l'IS, en fait, l'article 238 bis, alors je les inverse, c'est 238 bis K alinéa 1 du CGI, qui dit que ben, il faut regarder qui est imposé. Donc si c'est une personne morale à l'IR, eh ben, ça sera à l'IR. Si c'est une personne morale à l'IS, dans ces cas-là, nous ne sommes pas
nous ne traitons pas de revenus fonciers, mais nous considérons les revenus comme des produits financiers qui seront soumis à l'IS, au taux de droit commun. La valorisation, le montant qui va être imposé, c'est comme en haut, ça sera le prix d'achat des bouteilles. Si la société civile non exploitante, c'est-à-dire pour les personnes physiques le GFV, est à l'IS, on va parler de revenus mobiliers. Donc c'est l'article 239, vous le connaissez tous. Euh, on parle alors de revenus mobiliers relevant de l'impôt de distribution. Je vous ai indiqué le BOI en dessous où vous retrouvez tout ce laïus-là, tout ce détail. Qu'est-ce qu'on considère comme un revenu? C'est toutes les distributions qui ont été consécutives aux décisions lors des assemblées générales. Est-ce ou non on distribue? Et si on appréhende certains profits sociaux, dont comme les bouteilles, de toute façon, vous verrez dans le BOI, il y a toute une série d'éléments qui sont décrits, et les bouteilles en font partie. On va déclarer le prix d'acquisition, d'achat des bouteilles comme revenu mobilier. Pas de questions sur le chat? Non. Ah, oups, pardon. Ah ouais. La question maintenant est celle de savoir, et je vous en ai parlé tout à l'heure quand il y avait un choix à faire pour l'investisseur, est-ce qu'il va investir dans un domaine en entier et donc prendre le risque d'exploitation, ou est-ce qu'il va choisir de ne pas prendre le risque d'exploitation et il va avoir deux options, soit il est personne physique, il investit en tant que personne physique et donc il va avoir le choix uniquement de souscrire des parts de GFV et de bénéficier des avantages fiscaux qui en découlent, soit il investit par le biais de sa holding ou d'une société commerciale, par exemple, et dans ces cas-là, il acquiert des parcelles de vignes, bien évidemment, mais il n'a pas d'avantages fiscaux. La question se pose toujours de savoir si une personne qui utilise le report du 150 0 BTR peut ou non investir par ce biais-là dans la vigne. Alors, je vous pose ce sujet-là parce que souvent, et il y a des sessions de domaine qui se font par rapport à cette question-là, quels que soient les AOC. Aujourd'hui, je vous ai expliqué, un bail à ferme, c'est l'article L411-1 du Code rural et de la pêche maritime qui définit ce que sont les baux à ferme. C'est un propriétaire qui loue toute ou partie de son fonds rural, c'est-à-dire les parcelles de vignes en l'espèce, à un preneur, c'est-à-dire l'exploitant, qui va s'engager à les cultiver moyennant un prix convenu et payé en argent. C'est ça un bail à ferme. Il n'y a donc pas de prise de risque d'exploitation par le propriétaire. À partir de ce moment-là, il est considéré par la doctrine que le bail à ferme ne peut en aucun cas, et donc un GFV, ne peut être en aucun cas utilisé pour leur emploi par le biais de l'article 150 0 BT. Est-ce que le métayage peut être utilisé? Qu'est-ce que le métayage? Le métayage, c'est l'article 417.1 du même code qui le définit. C'est le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un métayage, l'associé va participer aux risques et aux dépenses et bien entendu aux produits avec l'exploitant. Il est co-exploitant. Il est considéré juridiquement comme un co-exploitant. Il prend les risques d'exploitation. Dès lors, on peut s'attendre, penser que le bail à métayage, vu qu'il est co-exploitant, que le bail à métayage peut être utilisé pour utiliser le report d'imposition de l'article 150 0 BTR.
Vous savez que cet article a édicté un certain nombre d'hypothèses où le report, le bénéfice du report va être annulé. Celui qui nous intéresse, c'est le second, c'est lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de 3 ans à compter de l'apport. C'est-à-dire que votre client a apporté à une société, à une holding, et il l'a revendu dans les 3 ans ses parts. Normalement, il y a annulation du report. Comme vous le savez tous, le 150 BTR propose essentiellement trois possibilités de poursuivre le report. Il y en a d'autres, j'en ai mis que trois. L'objet n'est pas le 150 BT. Comme vous le voyez, c'est le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité opérationnelle, commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, etc., etc. Donc oui, on peut objectivement se dire que des parcelles de vignes loué par métayage pourrait légitimement être utilisé pour un remploi et le report du 150 BTR. Soyons clairs, il n'y a à aujourd'hui, à ma connaissance, aucune jurisprudence de ce type sur cette question-là. Ce que l'on sait, c'est qu'il faut qu'il y ait réellement une activité économique pour bénéficier du report d'imposition. Dès lors, c'est bien pour ça que l'on a exclu de cela la gestion du patrimoine mobilier et immobilier. Le fait de donner des terres à bail, des terres agricoles ou viticoles à bail, est a priori une activité patrimoniale. Vous donnez un bien immobilier, je vous ai rappelé, en location. Donc vous gérez votre propre normalement, votre propre patrimoine. Et donc, c'est une activité qui relève de l'activité patrimoniale. Et c'est tellement vrai que je vous ai dit tout à l'heure que le fait de vendre des parts de groupements fonciers viticoles, c'était une activité qui relevait de l'activité de conseil en investissement financier. Pourtant, il me semble qu'au regard de cette balance, de dire le fermage non, le métayage oui peut-être, attention sur la notion d'activité économique, attention à ce que le client ait réellement une vraie activité avec le vigneron. C'est pour ça que dans ces cas-là, je dis attention à la rédaction du bail. Il faut réellement, à la lecture du bail, que votre client soit co-exploitant. Il ne faut pas que ça soit un co-exploitant de paille, il faut que ça soit réellement un co-exploitant réel. Il faut qu'il se déplace, qu'il prouve qu'il est venu plusieurs fois sur le domaine à plusieurs reprises, etc., etc. Dans ces cas-là, je ne vois aucun souci à utiliser ce type de véhicule avec un contrat de métayage comme contrat de bail. Il y a, me semble-t-il, pas de souci. La solution la plus simple et la solution utilisée dans ce cadre-là, essentiellement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le slide au début. Le plus simple, c'est que votre client ou que vous-même vous achetiez la totalité du domaine, c'est-à-dire l'immobilier, le personnel, la société d'exploitation et les vignes. Je vous ai dit que quand vous êtes une personne physique et que vous investissez dans des parts de groupements fonciers viticoles, il y a une fiscalité exclusive et vraiment particulière qui s'applique. Les revenus perçus, le fermage. Je vous l'ai expliqué, c'est l'article 14.2 du CGI qui l'explique, ce sont des revenus fonciers. Dès lors, qui dit revenu foncier dit que votre client, on va aller rapidement sur ce slide-là, vous connaissez tout ça parfaitement bien, soit le client choisit le régime réel, il va pouvoir déduire les charges de fonctionnement du GFV. S'il fait en plus du déficit foncier, il va pouvoir imputer sur ses revenus
les déficits. Et si l'ensemble de ses revenus représente moins de 15 000 euros par an, il peut, s'il le souhaite, choisir le régime du microfoncier avec un abattement de 30% sur ses revenus. Prenons l'exemple de M. Merlot. M. Merlot, il est associé du GFV Ayant la Fleur à Saint-Émilion et il a opté pour l'achat des 48 bouteilles que le contrat d'achat préférentiel qu'il a signé propose d'acheter avec une partie du fermage en numéraire qu'il a reçu. L'expert comptable a calculé le prix d'achat des 48 bouteilles et pour cette année, le prix d'achat s'élève à 295 euros. Si M. Jean Merlot était allé au domaine pour acheter les bouteilles, il aurait dû payer 1680 euros pour avoir l'équivalent. La question est celle de savoir qu'est-ce que M. Merlot déclare comme revenu foncier. 1680 ou 295? Alors, le slide n'est pas animé, mais vous auriez vu les bouteilles à 1680 euros venir en grand, et juste après, en fait, la valeur déclarable à l'IR, c'est bien le montant de fermage qu'il a reçu, c'est 295 euros. Dans le cadre des cessions de parts sociales, je regarde si vous avez posé des questions. Dans le cadre des cessions de parts sociales, je vous ai dit tout à l'heure que on considère que les gains nets retirés de cession à titre onéreux de valeurs mobilières constitués principalement d'immeubles ou de droits portant sur des immeubles relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Vous vendez des parts sociales, mais vu que les parts sociales sont l'actif de la société, des parts que vous vendez de la société est représenté exclusivement par des biens immobiliers, les parcelles de vignes, on va être sur ce régime-là. Donc vous le savez, exonération de la plus-value constatée si la totalité des cessions est inférieure à 15 000 euros par an. On va avoir une exonération d'hier après 20 ans, après, pardon, 22 ans, et après 30 ans au niveau des prélèvements sociaux. Le taux global d'imposition, vous le savez tous, il est de 36,20% et il se répartit en 19% pour l'impôt sur le revenu et 17,20% pour les prélèvements sociaux. Si on prend l'exemple de M. Pomerol qui avait acheté en 2010, rappelez-vous le prix dominant, en 2010, l'hectare était à 350 000 euros. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il était à 550 000 euros. Donc en 2010, M. Pomerol, il a acheté des vignes, un hectare de vignes à Châteauneuf-du-Pape. Il a payé les frais notariés à hauteur de 22 500 euros et il décide aujourd'hui de les vendre et le prix qu'on lui en propose s'élève à 550 000 euros. La question est de savoir quelle va être sa plus-value nette après paiement de l'impôt sur les plus-values. C'est assez simple, vous gérez cette problématique tous les jours dans vos cabinets. Vous allez déterminer la plus-value imposable, c'est-à-dire que l'on va regarder, comparer frais réels et forfaits. Là, en fait, le forfait est plus important que les frais réels, donc on va retenir le montant du forfait. On va ensuite calculer le montant, le vrai montant de plus-value qui va être imposable. Donc, c'est le prix de vente, 550 000 euros, moins l'addition du prix d'achat, plus en l'espèce le forfait. On arrive donc à une plus-value de 173 750 euros. On regarde combien d'années de détention. On regarde le taux d'imposition à l'impôt sur le revenu et le taux d'imposition aux prélèvements sociaux. On les additionne. C'est le montant qu'il va devoir régler comme impôt de la plus-value, donc 38 159 euros. Il a un gain net, donc après cession, de 135 591 euros, soit
Si on annualise cette performance, une performance de 2,57% net. Le groupement foncier viticole est également un actif qui va minorer l'impôt sur la fortune immobilière de vos clients. Il y a plusieurs conditions d'application. C'est essentiellement l'article 976 du Code général des impôts qui les édicte. Le premier, c'est que le GFV n'exploite pas par lui-même les vignes. C'est bien le cas. On a un bail rural qui est signé. Il faut que ce bail rural soit un bail rural à long terme. C'est le cas, il a 25 ans. Et il faudra que votre client attende 2 ans pour en bénéficier. À partir de ce moment-là, jusqu'à une détention de 101 897 euros de part sociale, il ne va déclarer à l'IFI que 25% de ce montant-là, c'est-à-dire globalement près de 25 000 euros. Il détient 101 000 euros, il va payer en IFI, déclarer en IFI 25 000 euros. S'il détient 500, 600 000, 1 million, 2 millions, voire 3, 5, 10 millions d'euros de part sociale de GFV, il ne va déclarer que 50% du montant au-dessus, et cela sans limite. Si on image cet exemple-là, voici comment cela se traduit. Prenons l'exemple de Madame Malbec, qui détient dans une SCI à l'IR ou à l'IS, on va dire, voilà, peu importe. Ses parts sont valorisées à 300 000 euros, et elle a également investi 300 000 euros dans le GAV Yon la Fleur. Elle vient vous voir et elle vous dit comment ça se passe. Bien entendu, vous allez lui dire que ça se passe très bien, qu'elle est redevable de l'IFI dans la tranche des 1%, que dès lors, pour la SCI, le montant taxable, c'est bien la valeur des parts sociales. Dès lors, elle va payer 1% de 300 000 euros, et dès lors, elle va payer 3 000 euros d'IFI. Pour les parts de GFV, 300 000 euros, on ne déclare que 25% jusqu'à 101 897 euros, et jusqu'aux 300 000 euros que 50%. Le montant taxable s'élève à 124 526 euros, et dès lors, l'IFI ne va s'élever qu'à 1 245 euros. Le montant imposable dans un groupement foncier, par le biais d'un groupement foncier euh, viticole, c'est la valeur des parts moins les exonérations. Je me permets juste là de faire un petit point qui n'est pas noté sur les slides, mais vous le savez tous, en tant qu'expert comptable, c'est l'expert comptable qui chaque année va donner, lors de l'Assemblée générale, la valorisation des parts du groupement, de la société civile. Donc là, il y a une petite dichotomie. Il faut que l'expert comptable fasse un peu le grand écart. D'un côté, il va donner une valorisation fiscale qui va souvent ne pas évoluer, hein, parce que l'intérêt, c'est de ne pas la faire évoluer. Et à côté de ça, va être également donnée une valorisation qui va être plus commerciale, c'est-à-dire à combien l'associé peut espérer vendre ses parts s'il doit les vendre à ce moment-là. Je conseille, lors de la création, lors de la structuration du GFV, je conseille souvent aux associés de faire tous les 5 ans, tous les 10 ans, une étude, une valorisation, un avis de valeur du patrimoine immobilier qu'ils détiennent. Comme ça, ils ont une vraie image, une vraie idée de la valeur des parts sociales qu'ils détiennent. Le plus des groupements fonciers viticoles fiscales, c'est la fiscalité des libéralités, c'est-à-dire les fiscalités en cas de donation ou en cas de succession. Il faut distinguer les baux signés avant janvier 2025 des baux qui sont signés depuis le début de l'année.
Normalement, à la fin de l'année, il y a des réponses ministérielles en ce sens. Le gouvernement s'est engagé également en ce sens. Normalement, il va y avoir une homogénéisation du traitement fiscal des libéralités de part de GFV. Sachez-le, pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Si le bail est signé avant janvier 2025, que le GFV n'exploite pas en direct les parcelles de vignes, que le client détient depuis plus de 2 ans les vignes, les parcelles, pardon, les parts sociales, et qu'un bail rural à long terme a été signé, on va exonérer 75% de la valeur des parts à hauteur de 300 000 euros si la personne qui reçoit par donation ou par succession les parts sociales s'engage à les conserver pendant 5 ans. Ce seuil va être décalé à 500 000 euros si la personne s'engage à les conserver pendant 10 ans. Et au-delà, comme pour l'IFI, on ne va déclarer que 50% du montant qui est au-delà. Ces exonérations, elles se cumulent. C'est par personne qui donne et personne qui reçoit, ou personne qui meurt et personne qui hérite. 2 parents, 2 enfants, nous avons bien 4 exonérations de 300 000 euros. C'est-à-dire que le parent 1 donne à l'enfant 1 et l'enfant 2, 300 000, 300 000. Le parent 2 donne à l'enfant 1 et l'enfant 2, 300 000 et 300 000. Les parents ont donné en nue propriété la valeur de 1,2 million d'euros. Ils ne vont payer les droits que sur 300 000 euros. C'est quand même extraordinaire. Si en plus le bail a été signé après janvier 2025, on passe à 5 ans de 300 000 à 600 000. Donc là, on n'est plus à 1,2 million pour 2 parents, 2 enfants. On passe à 2,4 millions. Et c'est jusqu'à 20 millions d'euros si la personne qui conserve les parts sociales s'engage à les conserver 18 ans. Alors, ce dernier cas, c'est surtout pour les exploitants qu'il a été, et les vignerons qu'il a été édicté. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une grosse problématique de transmission des domaines viticoles et des GFV familiaux au sein des familles de viticulteurs. Si je traduis ces 2 exemples par un cas pratique, on va prendre la fiscalité dans le cas d'une succession en ligne directe. On a Monsieur Pierre Sémillon qui a une fille, son héritière unique, Pauline. Monsieur Sémillon, malheureusement, est décédé le 4 juin 2024. Alors, je dis 4 juin 2024. Pourquoi? Attention, 2024, c'est donc la fiscalité d'avant janvier 2025 qui doit s'appliquer. Il a au jour de sa succession un compte titre qui est valorisé à 500 000 euros et il y a également des vignes à Châteauneuf-du-Pape, donc qu'il avait acquis en 2020, donc il y a bien le délai de détention de 2 ans qui est respecté, à Châteauneuf-du-Pape par le biais d'un GFV qui sont estimés à 500 000 euros. Sa tranche successorale est à 30%, et par hypothèse, on considère que les 100 000 euros de Pauline d'abattement ont déjà été utilisés. Donc, on a bien un GFV, un bail rural à long terme, le GFV n'exploite pas, et M. Sémillon détient bien ses parts sociales depuis plus de 2 ans. Pour le compte titre, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est très simple, il a une valorisation de 500 000 euros, un taux de fiscalité de droit de succession de 30%. Les droits à régler, ben, c'est 30% de 500 000 euros, c'est 150 000 euros. Il faut que Pauline ait 150 000 euros pour régler les droits, et elle va percevoir, hériter de 350 000 euros de valeur de portefeuille. Pour les parts de GFV, c'est un peu différent. Rappelez-vous, il y a le seuil on est avant janvier 2025, donc c'est 300 000 euros.
c'est 300 000 euros si elle s'engage à les conserver 5 ans. Donc la valeur des parts est estimée à 500 000 euros, mais le montant taxable, c'est que 25%. C'est donc que et exclusivement 175 000 euros. Ce sont ces 175 000 euros qui vont subir l'impôt à 30%, la taxation à 30%. Les droits à régler vont être de 52 500 euros. Elle va percevoir 447 500 euros. Vous voyez bien par rapport au montant précédent le gap. Si elle s'engage en plus à les conserver 10 ans, elle ne va pas payer 52 500 euros, mais elle va payer uniquement 37 500 euros. Cet exemple-là est démultiplié, se démultiplie avec autant d'enfants. Vous auriez trois héritiers. On n'a pas une seule exonération, on a bien trois exonérations. Si on est au troisième degré, c'est 55% de droit. Si on est au troisième degré, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le cas que je vous donne là. Madame Sévignon, elle a un neveu et une nièce, Charlotte et Paul. Elles veulent qu'à son décès, ils se partagent 600 000 euros. Elle vient vous voir et elle vous dit, vous savez, je sais que les 600 000 euros que j'ai là, si je meurs demain, ben, ils vont devoir payer 550 000 euros. Donc, ils vont devoir payer par neveu et par nièce 165 000 euros. Ils ne percevront uniquement 135 000 euros. Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a une solution, une stratégie patrimoniale à mettre en place pour permettre que je paye moins que mes neveux et nièces payent beaucoup moins de droits de succession? Eh bien là, il faut penser évidemment au groupement foncier viticole. Pourquoi? Parce que vous allez expliquer à votre cliente que chacun va bien recevoir 300 000 euros de part de GFV, mais que le montant taxable, il est uniquement de 75 000 euros. Alors là, que l'on ait un bail d'avant 2025 ou d'après 2025, peu importe, parce que le montant est de 300 000 euros par enfant, par neveu et nièce. Donc c'est bien 75 000 euros. Ce ne sont que ces 75 000 euros qui vont être taxés à hauteur de 55%. Donc chacun devra payer 41 250 euros et ils devront, bien entendu, conserver les parts pendant 5 ans. Vous voyez bien que vous allez pouvoir proposer à votre cliente répondre à la question, je veux transmettre 600 000 euros, mais j'aimerais qu'ils payent le moins possible de droits de succession. Avec cette solution, ils vont avoir à payer globalement 80 000 euros de droits de succession contre, rappelez-vous, 2 fois plus si rien n'est préparé. Pour conclure, et pour résumer, proposer à vos clients d'investir dans des parts de groupements fonciers viticoles, c'est vraiment un investissement patrimonial. C'est vraiment une solution que vous devez inscrire et que vous devez proposer, pas obligatoirement à des amateurs de vin, vous l'avez bien vu avec l'exemple précédent. Pourquoi? Parce que votre client va devenir propriétaire à vie d'un actif réel qui est naturellement décorrélé des marchés financiers et de l'immobilier traditionnel. Cet investissement, c'est un investissement de prestige. Tout le monde ne peut pas investir dans des parcelles et acquérir des parcelles de vignes d'une AOC française de notoriété mondiale. Rappelez-vous la courbe des prix dominants. Même aujourd'hui, à Saint-Émilion, qui est une des, quand même, si ce n'est l'une des plus grandes AOC de la rive droite bordelaise, tout le monde n'a pas la capacité d'acheter 1 hectare de vigne. Voilà. Par contre, en étant copropriétaire, c'est très possible, c'est prestigieux. C'est aussi, rappelez-vous, un investissement plaisir. Vous allez devenir, vos clients, vous-même, allez devenir l'ambassadeur du domaine. Vous allez pouvoir acheter des bouteilles de vin uniques, euh,
spécifiques et qui, malheureusement, ne sont pas accessibles pour tous et par tous. Bien entendu, il y a des atouts et bien entendu, comme tout investissement, il y a également des risques. C'est ce que je vous appelais tout à l'heure, la balance. D'abord, le premier risque pour moi, c'est la durée d'investissement. Vous êtes propriétaire à vie, je le répète, vous achetez des parts sociales, vous en êtes propriétaire. Ce n'est pas parce que le bail s'arrête que vous n'êtes plus propriétaire des parts sociales. Par contre, la durée de l'investissement, comme tout investissement dans un bien immobilier traditionnel, est un investissement qui nécessite de le conserver une durée suffisamment longue. Aujourd'hui, je recommande de conserver, de ne pas vendre les parts sociales avant 15 à 20 ans. Ensuite, la vigne est un actif vivant. C'est un actif qui, certes, est décorrélé des actifs, des autres actifs immobiliers traditionnels, mais il subit des hausses, des variations et des baisses. Donc, il n'y a pas de garantie en capital. Bien entendu, si vous le conservez longtemps et que vous devez vendre, comme pour les actifs financiers en 2008, le jour où il y a une chute du marché, c'est attention, il peut y avoir des pertes en capital. Mon rôle est d'aller sélectionner les parcelles de vignes les plus qualitatives. J'ai l'habitude de dire, avec la même somme d'argent, je vais essayer d'aller acheter un appartement à Paris avec vue sur la Tour Eiffel. Certes, la superficie, le nombre de pieds de vigne va être moins important, plutôt que d'aller acheter. Euh, J'étais la semaine dernière à Biarritz auprès de clients investisseurs pour leur expliquer des parcelles de vignes d'Irouléguy, où là, avec la même valeur, le même montant, on va peut-être acheter et certainement plusieurs hectares. Ensuite, sans faire de jeu de mots, l'investissement dans le foncier viticole, il y a un manque certain de liquidité. C'est un marché de gré à gré. Vous n'êtes pas sur un marché réglementé comme le CAC 40 ou les OAT. Ce risque-là, il est traité, il est réglé dans les statuts. Je prends 5 minutes pour vous expliquer. Dans les statuts, il est prévu, d'une part, ce que j'appelle le groupe familial du viticulteur. Le groupe familial du viticulteur, c'est le vigneron, son épouse, son épouse, souvent les enfants, le frère, voilà, c'est la famille. Pourquoi? Parce que c'est l'exploitant, il est associé, comme je vous l'ai dit au début, avec vous, et il prend les risques, et il est seul à prendre les risques d'exploitation avec sa société d'exploitation. Il fait appel à la structuration d'un GAV parce que ben, malheureusement, il n'a pas le moyen nécessaire. Par contre, il est prioritaire si l'un des associés souhaite vendre ses parts. Parce qu'au moment de la vente des parts, il peut avoir le cash nécessaire pour acheter ces parts-là. Ensuite, comment on règle cette question de liquidité? Je conseille que les lots, les parts de GFV soient vendues à peu près entre 48 et 60 000 euros. Si vous avez 20 associés à 60 000 euros, si un des 21 associés veut vendre son lot, c'est l'équivalent de ces 60 000 euros, il suffit que chacun des autres associés, parce que je conseille de ne créer que des clubs deals, que chacun des associés investissent l'équivalent de 3 000 euros, ce qui est tout à fait possible quand vous venez d'investir 60 000 euros dans un groupement foncier viticole. Voilà comment je règle, comment je propose, quelle solution je propose pour répondre au manque de liquidité de ce type d'investissement. Et pour terminer, bien entendu, il y a des clauses d'agrément parce que une tierce personne peut souhaiter racheter les parts si personne dans le groupement n'en veut. Et dans ces cas-là, vu que ce sont des clubs deals, il faut que la personne qui intègre, qui vienne dans le groupement, euh, soit agréée par les autres associés. C'est donc le foncier viticole, c'est bien donc ça, je me répète, mais je vous le rappelle, c'est élargir la vision du patrimoine, du patrimoine de ses clients.
c'est proposer un nouvel actif réel, vivant, rare, tangible. C'est être propriétaire à vie d'un actif qui va être décorrélé totalement des marchés financiers traditionnels et du marché immobilier. Vous l'avez bien compris, c'est un outil complémentaire de diversification patrimoniale. Prenez l'exemple d'une personne de plus de 70 ans qui veut privilégier ses neveux et ses nièces, qui veut privilégier ses petits-enfants. Si vous passez par le contrat d'assurance vie, vous savez tous que vous êtes limité à hauteur de 30 500 euros. Bon, bien entendu, il y a des possibilités de structuration de gagner un petit peu. Mais là, c'est jusqu'à, pour les baux d'aujourd'hui, jusqu'à 600 000 euros. Vous allez pouvoir transmettre à moindre coût aux petits-enfants, aux neveux et aux nièces, voire même à vos enfants. Démembrer les parts sociales, donner la nue propriété 2 ans après l'acquisition, garder l'usufruit, gardez-en l'usufruit. Certes, vous allez payer l'IFI, mais vous allez recevoir les bouteilles. Et donc, c'est fiscalement, je vous le répète, un investissement attractif et vraiment spécifique. Merci et élargissons tous la vision de la notion de patrimoine. Alors, questions et réponses. Alors, je vous propose de passer aux questions. J'ai quelques questions auxquelles je vais répondre. Euh, alors, la première personne me pose la question, est-ce que c'est idem pour le bois et les forêts? Alors, quand vous investissez dans des parts de groupements fonciers forestiers, vous êtes en métayage, vous n'êtes pas en fermage. Euh, le métayage, c'est à peu près 30%. La règle, c'est la règle du tiercement, c'est 30% des revenus. Mais vous participez aux dépenses. Moi, je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, c'est vraiment complémentaire. Il y a pour moi deux différences fondamentales. Et je vais répondre en partie à la troisième question par rapport à ça, qui est sur le changement climatique. Euh, Quand il y a eu la tempête dans les années 2000 et qui a ravagé les forêts landaises, euh, une forêt, pour récupérer le produit, certes, vous allez avoir beaucoup plus, mais c'est entre 15 et 20 ans qu'il faut attendre. Donc, le, le risque climatique est beaucoup plus important pour moi, hein, dans mon analyse, que sur une vigne. Une vigne, il faut attendre globalement dans toutes les AOC, alors il y a quelques exceptions, Châteauneuf-du-Pape en est une, il faut attendre ce qu'on appelle la troisième feuille, c'est-à-dire il faut attendre 3 ans avant de pouvoir récolter le vin. Pour un Châteauneuf-du-Pape, c'est 4 ans, c'est la quatrième feuille. Je considère et je conseille que les groupements fonciers viticoles ou que les sociétés civiles foncières ne fonctionnent pas, sauf si vous avez une problématique de 150 zéro-bétaire avec un métayage. Je conseille, je structure les groupements fonciers viticoles exclusivement avec des fermages et avec des baux ruraux à long terme de 25 ans. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, chaque AOC a un minimum et un maximum de production d'hectolitres de vin par hectare. On peut monter à 50 hectolitres à l'hectare. Aujourd'hui, si vous avez des viticulteurs, des vignerons qui sont en bio, et j'essaie de travailler un maximum avec des viticulteurs qui sont bio ou qui sont vraiment très proches du bio, on n'arrive pas à produire ces quantités de, de raisins. On est en moyenne à peu près à 30-35 hectolitres à l'hectare. Prenons le cas de Châteauneuf-du-Pape. La réglementation du fermage sur Châteauneuf-du-Pape, c'est quasiment similaire à Saint-Émilion, quasiment similaire en Bourgogne et en Champagne. La préfecture va vous donner des fourchettes maximales et minimales de fermage. Aujourd'hui,
Pour vous donner un exemple, on est à 35 hectos à Châteauneuf. Les dossiers que je structure, on est à 10 hectolitres de fermage. C'est-à-dire que le vigneron doit payer quand même tous les ans, obligatoirement. S'il ne paye pas son fermage pendant 2 années, les associés peuvent décider de rompre le bail. Donc, c'est 10 hectos par rapport à 30-35. Donc, on est bien presque dans la règle du tiercement. Alors, c'est vrai que les années où vous allez avoir 50 hectos de production, le vigneron va gagner mieux sa vie, mais vous avez un revenu qui est stable et qui est euh, euh, certain. Donc, je, j'ai des clients qui ont investi dans les forêts, c'est très bien. C'est parfait. Et j'ai également ces mêmes clients qui ont investi dans les groupements fonciers viticoles parce que le choix d'être payé, de pouvoir acheter des bouteilles, le choix d'avoir un autre actif vivant, enraciné, comme les pins ou les forêts de chênes, ça les intéresse. Donc oui, c'est à peu près identique. La différence, pour résumer, GFV, fermage, forêt, métayage, fermage, pas de risque d'exploitation, métayage, risque de l'exploitation. Donc, risque des produits et des pertes. Alors, avant de répondre à la deuxième question, je finis par la troisième, s'il vous plaît. Euh, Quid des changements climatiques et des risques de perte en valeur et des sinistres climatiques à court terme? Alors, je ne suis pas climato-sceptique, mais par contre, ça fait maintenant bientôt 8 ans que je travaille avec des vignerons de renom internationaux. Et si vous pouviez répondre, je vais vous poser juste une petite question. Et je vais donc vous donner la réponse. Savez-vous à quelle date a-t-on retrouvé les premières traces de la viticulture dans le monde? Et à quelle date on a trouvé les premières traces de viticulture en France? Dans le monde, c'est entre moins 6 000 et moins 8 000 ans dans le Caucase. En France, c'est moins 600 ans avant Jésus-Christ à Marseille. C'est donc une des industries les plus ancestrales que l'on connaisse dans nos civilisations. Si vous allez demain en Grèce et que vous allez dans les îles grecques, vous allez vous retrouver dans des champs de vignes, comme en Sicile par exemple au pied de l'Etna. Alors c'est pas tout, bon, les vignes ne poussent pas de la même manière, mais c'est pour vous prouver que les changements climatiques, c'est une question pour nous humains. Pour la vigne, elle s'adapte à la vigne. La sertoki en Grèce, ça fait comme des nids d'oiseaux. La sertoki, pardon, ça fait comme des nids. Vous allez avoir les grappes de raisin qui sont à l'intérieur du nid et qui sont protégées par les feuilles de vigne. Certes, l'humain travaille ça, aide à ça, mais ça protège. Il y a des pieds de plus de 100 ans. Si vous allez en Sicile, vous allez trouver des vignes qui ont également plus de 100 ans, qui poussent sur des blocs de lave noirs qui sont euh, des réceptacles de chaleur, et ça donne deux vins extraordinaires, que ce soit des vins rouges ou des vins blancs. Donc oui, il y a des problématiques. Oui, il y a un enjeu. Mais la viticulture, le végétal sait s'adapter et l'humain, euh, donc le vigneron, s'adapte aussi à ces problématiques. C'est tellement vrai que c'est- merci pour la quatrième question. C'est tellement vrai que j'ai un vigneron, donc je vais donner le nom, Jean-François Berrouet, qui travaille sur la lande de Pomerol, Saint-Émilion, Montagne Saint-Émilion. J'ai une opération, on a structuré une opération avec la famille Berrouet. Donc, euh, chaque appellation permet de tailler les vignes d'une certaine manière.
en cordon de Roya, etc., etc. Et en fait, Jean-François m'expliquait que avec son papa, Jean-Claude Berrouet, vous regarderez qui est Monsieur Berrouet, euh, ben, il taille comme le permet l'appellation, mais pas comme le font la majorité des gens. En fait, ils travaillent pour essayer de préserver au mieux ce qui les nourrit tous les jours. Ce sont les pieds de vigne. Donc oui, il y a des problématiques. Oui, euh, la vigne s'adapte. Et oui, les vignerons s'adaptent également à ces problématiques-là. Ils vont tailler la vigne différemment, ils vont la planter maintenant différemment selon la levée du soleil, le coucher du soleil, et puis voilà. Tout le monde s'adapte. Après, si vous prenez la grêle, c'est autre chose. Là, il a grêlé dans le vignoble du Saint-Émilionnais et du Médoc. C'est terrible. La vigne est hachée. La récolte, malheureusement, est diminuée d'autant pour le vigneron. Si vous êtes en métayage, eh bien, vous perdez de la récolte parce que vous partagez avec le vigneron les risques. Si vous êtes par le biais d'un GFV, d'un groupement foncier viticole et du fermage, le vigneron est obligé de vous payer ce qu'il vous doit. Comment ça se passe dans ces cas-là? Lors de l'Assemblée générale, s'il vous dit bah, j'ai fait que 10 hectos à l'hectare, c'est ce que je vous dois, messieurs, mesdames, si je vous paye ce que je vous dois, le problème, c'est que tout mon réseau de distribution de CHR, eh ben, il est mort. Mais tout le monde est intelligent. On est en petit groupe, on sait pourquoi on a fait ça. On a investi dans la terre pour des problématiques de transmission, transmission du savoir pour le vigneron, mais transmission familiale, patrimoniale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'adapte comme la vigne et on dit aux vignerons, écoutez, c'est pas grave, et c'est du vécu, hein, je l'ai eu en Bourgogne, c'est pas grave, le vigneron dit, voilà, j'ai telle et telle autre cuvée, qu'est-ce que vous voulez? Vous prenez ce que vous voulez pour l'équivalent. Est-ce que j'espère avoir répondu à la question sur les problématiques climatiques. La question qui m'était également posée tout à l'heure, c'était est-ce qu'une personne âgée de 90 ans pourrait-elle en acheter si elle décède avant les 2 ans? Les enfants ont-ils ces abattements? Non, si la personne meurt avant 2 ans, il n'y a les abattements. Alors, ce n'est pas les abattements, attention, ce sont des exonérations. Les exonérations ne s'appliquent pas. Dernière question qui m'est posée, c'est on entend que certaines parcelles ou régions pourraient devenir impropres à la viticulture. Alors, je pense comprendre le terme d'impropre. Ça veut dire, vous me corrigez si ce n'est pas le cas, soit on arrache parce qu'il y en a trop, soit c'est parce que climatologiquement, il y a trop de pluie, il y a trop de chaleur, etc. Dans les deux cas, attention. Prenez le Bordelais. Le Bordelais, dans les années 80, le Bordelais, c'était 80 000 hectares de vignes. Sur ces 80 000 hectares de vignes, on avait à peu près 60% de production de vin blanc, 40% de vin rouge. 40 ans après, 2020, on passe à 120 000 hectares et on passe à 80% de rouge, 20% de blanc. Et encore pas tout à fait, parce qu'il y a une part de rosé dans les 20% qui restent. Donc 10 et 10. Donc oui, ces zones-là, elles deviennent impropres à la viticulture parce qu'on arrache. Mais pourquoi? J'en parlais avec Jean-Claude Berrouet, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Jean-Claude m'expliquait, il me disait, Frédéric, tu sais, il faut en revenir à des choses basiques. La viticulture, la problématique, c'est pas la nature, c'est pas les sols, etc. C'est la commercialisation des vins. Donc ça ne nous concerne pas à nous. Et donc il me disait, il faut qu'on arrache. Alors oui, ça devient impropre parce qu'il y a trop de vignes, n'importe quoi a été fait, mais on découvre aussi des régions, regardez la Bretagne, où on avait historiquement des vignes qui étaient plantées.
on replante des vignes en Bretagne, on verra dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, le vin qu'ils font sur ces nouvelles parcelles. Mais oui, certaines régions peuvent devenir impropres à la viticulture, mais je pense qu'on a vraiment les moyens de se protéger de ce risque-là. Regardez autour de vous, regardez en Espagne, regardez au Portugal, regardez en Nouvelle-Zélande, regardez en Australie, regardez en Afrique du Sud, regardez au Maroc. Ils font des vins extraordinaires et pourtant les conditions climatiques ne sont pas les nôtres. Voilà. Je tiens à vous remercier. Si vous avez d'autres questions, je peux y répondre avec grand plaisir. Et sinon, je vous remercie. Je pense qu'il est l'heure. Voilà. Merci. À, chat. Bon, eh bien, je vous remercie. À très vite et n'hésitez pas.